Beaucoup de liens entre le sauvage et l'étranger du point de vue de l'effet que ça rencontre produit sur eux. Comme l'étranger, le sauvage se dérobe. Il est ce qu'il advient, comme ne pouvant pas être assimilé, objet face auquel les tentatives d'intégration achoppent d'abord. Comme l'étranger, le sauvage est une expérience. Le sauvage surgit, nous bouleverse et reconfigure notre appréhension du monde en nous confrontant à l'étrangeté radicale de sa présence. Alors je pense ici à l'expérience aussi de l'invisible, de tout ce qui a été décrit par des chercheurs observateurs de la faune sauvage et qui a été théorisé, par exemple, par l'anthropozoologue Stéphanie Champvallon. Comme l'étranger, le sauvage est un lieu. D'ailleurs, dans certaines langues, il a un terme qui lui est propre, wilderness par exemple. Et peut-être comme l'étranger, le sauvage ne peut se saisir que temporellement. C'est-à-dire que l'adaptation au sauvage fait qu'il est domestiqué, et en même temps que la saisie de l'étranger, une fois qu'il est saisi, il n'est plus étranger. Donc c'est la question finalement qui est commune. Alors après, on pourra aussi discuter la différence. Est-ce que l'étranger laisse une trace comme le sauvage? Je pense que dans la langue, c'est peut-être sensible, comme l'a présenté hier notre collègue, quand Quignard travaille à la fois sur les oiseaux, mais en même temps sur la langue étrangère. C'est un petit peu vers ça que je voulais ma question amener. Donc, voilà, alors on pourra aussi dire, comme l'étranger, le sauvage est la différence radicale dans la perception que l'on a de lui, peut-être rappeler aussi que les barbares étrangers, pour les Grecs, doivent vraiment à cette onomatopée. Donc voilà, même si la différence, elle a été pointée hier par notre collègue, il y a la différence du nom, l'étranger se nomme, le sauvage ne se nomme pas. Alors peut-être là encore on peut faire un grand écart, que dans les fictions contemporaines du sauvage, le sauvage a une certaine manière aussi d'habiter le texte, de parler parfois, etc., enfin bon, à discuter. Donc, ces points communs sont là. Alors, toutefois, n'oublions pas que les animaux sont des animaux. Malgré tout, ils nous ont conduits à prendre comme cadre conceptuel qui nous a pensé particulièrement fécond pour penser l'hospitalité, la description phénoménologique de l'étranger de Bernard Waldenfels. En effet, pour Waldenfels, phénoménologue allemand, héritier d'une tradition phénoménologique allemande, mais aussi française, exécuteur de Merleau-Ponty, prolongeant aussi la pensée de Lévinas, l'expérience qui laïcise, mais c'est tout à fait juste, l'étranger est une expérience à laquelle nous ne pouvons que répondre. L'attitude que nous adoptons envers l'étranger est pensée comme une forme de réponse, comme un événement qui commence ailleurs, au-delà de toute formation de sens, de toute obéissance à des règles. À l'inverse, l'étranger nous rencontre dans le pathos ou l'affect, dans l'étonnement et dans la frayeur, sauvage, dans la curiosité, mais aussi sous la forme d'une perturbation ou d'une blessure. Pour Waldenfels, l'étranger, c'est aussi l'étranger que l'on porte en soi. Alors, l'étranger n'est pas l'autre. C'est là la différence radicale avec Lévinas, par exemple. L'étranger, c'est la différence radicale qui bouleverse l'ordre. Alors, pour penser l'hospitalité, le sauvage, l'étrangeté, tout ça un peu mêlé, donc on fera cette tension, on travaillera sur cette tension entre sauvage et étrangeté. Nous avons donc choisi Saint-Julien l'Hospitalier. La question de l'hospitalité est centrale dans les trois contes de Flaubert, que la critique flaubertienne appelle d'ailleurs les contes de l'hospitalité. L'hospitalité qui se décline sous différentes manières, l'hospitalité de Félicité, la tête portée de Yochanan, etc. Donc on est dans le recueil, dans le recueillir, comme l'a très bien montré Sylvie Trière. L'étymologie d'hospitalité, c'est donc accueillir, faire vite, être ouvert à la survenue de l'étranger, à lui faire place. Pour mettre plus particulièrement les étudiants en situation de faire hospitalité à ce texte, d'entrer en relation avec lui, on a choisi l'épisode de la chasse, qui est vraiment l'acmé de la sauvagerie de Julien, l'acmé de la rencontre avec une sorte d'étrangeté radicale du texte, où on a le cerf parlant, mais aussi la sauvagerie de Julien lui-même, qui est une forme d'étrangement, d'étrangeté à soi. Ce qui nous a aussi conduit à rapprocher le paradigme sauvage et étranger dans ce texte-là. Il y a d'autres choses, on voit bien la traversée de Saint-Julien, passe par le sauvage et termine par l'étranger. Étranger et sauvage sont toujours mêlés. À la fin, quand il recueille le lépreux, le lépreux est comparé à un serpent. Toujours cette chose un petit peu... Voilà. Et puis le texte, énigme pour beaucoup de flaubertiens, se termine par la légende du vitrail de l'église de mon pays, avec une sortie comme ça extrêmement étrange du narrateur dans le texte, qui termine par mon pays, donc qui nous a permis aussi de faire ce lien entre le propre, l'étranger, le lieu, le sauvage et l'étranger. Voilà. Alors, donc je reprends, je crois que la problématique est penser à un dispositif didactique.
qui permettent aux étudiants de saisir la nécessité par la relation du sauvage. Je te laisse pour le dispositif. Voilà. Alors, l'étranger nous rencontre dans le pathos ou l'affect, voilà. Comme dit Waldenfels, dans l'étonnement et dans la frayeur, dans la curiosité, mais aussi sous la forme d'une perturbation ou d'une blessure. Le premier temps de ce dispositif que va présenter Olivia, c'est ce moment de l'effraction, de l'affect, de la rencontre avec l'étranger. Alors oui, donc ce dispositif est en 2 temps, et donc ce premier temps va permettre de ménager la rencontre avec le sauvage par le biais, donc, c'est ce qu'on propose aux étudiants, de la production d'un texte fantôme. L'expression n'est pas de nous, enfin le dispositif n'est pas de nous, mais de Nathalie Briand-Rano. L'activité du texte fantôme consiste à tenter de reconstituer individuellement le texte source de mémoire, et ce dispositif permet de voir la façon dont le texte s'imprime en chacun, ainsi que la façon dont on le reconfigure. Alors, pour situer un peu plus précisément, voici la consigne que nous avons donnée aux étudiants. Vous retournez maintenant le texte, écrivez-le individuellement tel qu'il se présente dans votre mémoire. C'est exactement la consigne de Nathalie Briand-Rano, sans vous aider de l'original. Ce n'est pas une récitation, il s'agit surtout de repérer l'empreinte du texte en vous, si vous avez l'impression d'avoir tout oublié, rechercher les mots ou les sensations qui vous restent. Donc il s'agit bien, dans ce premier dispositif, de se laisser traverser par le sauvage. En d'autres termes, de réunir les conditions d'un événement de lecture qui rendrait compte de cette rencontre frontale avec le sauvage du texte. Sauvage au double sens, donc je rappelle, de la rencontre avec l'animal, de l'animal en soi et de la part sauvage de Jument.